Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Si tu n'as pas la vidéo, je règle mon micro en te parlant directement et tu n'entends absolument pas la différence. C'est fou la tech. Aujourd'hui, on va parler du fait que le business, c'est pas fun, gars. C'est pas fun du tout. En ce moment, il y a une nouvelle vague, j'ai appelé ça une race de personnes, il y a une nouvelle race de personnes qui naît comme ça. Elle a été biberonnée à plein de trucs dont on va parler. Et cette nouvelle race de personnes, elle dit que dans la vie, il est important, voire il est capital, d'être parfaitement aligné à son idée. Waouh, j'ai fait des guillemets avec les doigts. D'être parfaitement aligné à son business. Ok ? La vibe du moment, je ne sais pas combien de temps elle va tenir, elle dit ça. Elle dit qu'en gros, il faut absolument que ce que tu incarnes, ce que tu fais, enfin ce que tu veux développer, il faut que ce truc-là soit parfaitement aligné à toi et à ta vision. Voilà, c'est-à-dire que si moi, ma passion, c'est de créer comme ça des petites tasses de café, mon business, ça sera ça dans la vie. Parce que j'adore créer des petites tasses de café, créer des petits éléments comme ça me passionne, j'adore. Donc, je suis aligné physiquement, spirituellement, psychologiquement, tout ce qui finit par ment, à ça, donc mon business, ce sera ça. Et de fait, comme je suis aligné à ça, ça va marcher. Ça, c'est la dynamique du jour. Enfin, la dynamique du moment, si je puis dire. Et j'entends plein de gens parler de ça, parce que c'est normal, c'est un modèle qui fait rêver. Je vois plein de coachs et de pubs parler de ça, des mecs qui arrivent comme ça, ils disent, est-ce que tu rêves, enfin ils disent, est-ce que tu rêves d'avoir un business pour lequel tu es aligné? Est-ce que tu rêves de pouvoir vivre d'exactement ce que tu veux? J'ai la solution. Prends mon accompagnement, ma formation, je vais t'expliquer comment faire. Bien sûr, je ne crache pas sur les formateurs ou les gens qui vendent des accompagnements, c'est pas le sujet. Néanmoins, cette dynamique de faire croire aux gens, parce que, encore une fois, c'est une réponse marketing, je trouve, ce positionnement. Donc, essayer de faire croire aux gens qu'ils peuvent vivre de n'importe quoi et que finalement le business, un business qui fonctionne, n'est que quelque chose de féerique, un peu au feeling, ça m'énerve. Parce que le business, c'est pas du feeling. C'est pas du feeling, c'est de la méthode. Et aujourd'hui, si t'es bon en création de petites tasses à café, personne, je le répète, personne ne dit que ça va marcher sous prétexte que t'es aligné. Ton niveau d'alignement et d'implication n'est pas forcément le miroir du résultat que tu vas avoir. Tu peux être très motivé et faire 20 heures par jour des petites tasses. Si tu vis dans un monde où les gens boivent pas de café, ça va être difficile. C'est tout. Parce qu'un business qui fonctionne, c'est composé d'une idée, bien évidemment, mais également d'une problématique que tu vas résoudre, et c'est surtout composé d'un marché. Donc, si tu apportes quelque chose qui ne résout aucune problématique, je sais, tu vas me dire, oui, il y a des exceptions, là, certes, mais les exceptions de côté, comme d'habitude, quand on parle de foot, voilà, si demain tu parles de foot et que tu rêves de devenir footballeur pro, tu dis pas, je veux devenir Mbappé, parce que voilà, il y a des exceptions, et il y a les gens, ok ? La plupart des gens qui jouent au foot sur cette terre ne sont pas ce gars-là, donc ne te focus pas sur l'exception qui confirme la règle. Je reviens sur mes petites tasses. Il faut que tu répondes à une problématique. Si tu ne réponds à rien, tu peux être focus sur ça 20 heures par jour, tu vas nulle part. C'est comme ça, c'est tout. Et la vie, elle est pas cool. Et le business, il est pas cool. Alors que quand j'entends ces mecs parler, on dirait que le business est cool. Le business, il est sympa. C'est-à-dire, en fonction du niveau d'amour que tu mets dedans, ça marche. Pas du tout. Qui a dit ça? Dans l'inconscient collectif, le rêve des gens, c'est ça. Le rêve des gens, c'est ça, et je le comprends. Parce que, en général, quand on connaît rien à un domaine, on l'idéalise, on le fabrique un peu comme on veut. On dit, ah, tiens, je rêve de faire de la mécanique, mais dans l'idéal, je vois des pièces de moteur, bam, on connecte les pièces, et on se salit pas les mains, et c'est magnifique. Mais dans la vraie vie, cambouis, mon gars, cambouis, main sale, ongles noirs que t'arrives pas à nettoyer. Gros doigt, parce que tu manipules des choses, t'appuies, c'est désagréable, tu vises fort des trucs. C'est ça la réalité de la mécanique. C'est pas ce que je viens de dire juste avant. C'est pas ça. Garage sale un peu, sol pas ouf, parce que tu vas pas nettoyer tous les jours, parce que ça salit, il y a de passage, voiture, etc. C'est la réalité du métier. Mais si tu l'idéalises et que t'as jamais vu, tu peux penser que c'est propre de ouf. Mais non, et c'est pas grave, c'est ok. Il y a des métiers où ça peut pas être propre, tu vois. Tu travailles dans le bâtiment, si tu dois démolir un mur,
Ça va être un peu sale. Il va y avoir un peu de gravier, un peu de poussière. Il va falloir passer quelques coups de chiffon sur les murs. T'as pas le choix. C'est normal. Il y aura des gravats. Les gravats, ça fait de la poussière, ça fait de la saleté, ça fait plein de trucs que t'as pas envie de voir. Néanmoins, toi, quand t'es dans ton salon, tu dis j'enlèverais bien ce mur-là. Ça va être bien. Tu vois, si on l'enlève, on peut mettre une petite verrière. Ouais. Propre. Tu vois, tu as le résultat propre en tête. Mais les étapes, ça va être qu'il va falloir couvrir le sol déjà. On va commencer par ça. Ensuite, il va falloir prévenir tes voisins si t'en as. Ensuite, il va falloir découper à la multifonction le cadre que tu veux dans ton mur, si c'est une cloison. Et ensuite, il va falloir envoyer des gros coups de masse de bourrin. Ça fait du bruit, ça salit, c'est chiant, c'est dur, c'est pas cool. Et les gravats, il va falloir les amener à la déchetterie. Tu vois, ce que tu visualises, ta jolie verrière par laquelle tu pourras faire coucou à travers, c'est trop cool, versus la réalité. Gravats, coups de masse, sale, poussière dans toute la maison. Donc pour le business, magnifique nouveauté, incroyable, interstellaire, soyez alignés avec votre délire. Par pitié, si tu vois dépasser des pubs comme ça, s'il te plaît, ne crois pas à ça. Mais non. Le business, c'est du taf, les gars. C'est du putain de taf. C'est partir avec une idée que tu crois bonne au début parce que t'as pas d'expérience et de prendre des gros murs. C'est pas partir avec une idée qui vient de nulle part, te dire « Oh là là, c'est l'idée du siècle !» Tu la lances et tu fais 1 milliard d'euros. C'est pas comme ça que ça marche. C'est aussi fou de se dire... Tu vois cet enfant-là, qui marche pas encore, ok? Cet enfant-là, qu'on voit tous, il a 4 pattes, il a jamais marché de sa vie. Aujourd'hui, il va marcher, et il va courir juste derrière. Il se lève, il marche, il trottine, et il cavale. Et il revient, et il se remet à 4 pattes. C'est aussi fou que de croire ça. C'est impossible. La plupart des gens vont se lever difficilement, tomber, se relever, tomber, rester à 4 pattes parce que c'est relou, mais se relever, tomber, etc. Et ça prendra des mois et des mois et des mois. Le business ne déroge pas à la règle. Tu pars à 4 pattes, tu vas tomber. Tu vas t'abîmer les genoux. Et c'est ok, ça fait partie de la vie. Mais quand on parle d'argent, les gens ont tellement envie que ça marche tout de suite qu'ils mettent de côté cette phase-là. Non, il y a de l'argent, il faut que ça marche de suite. Je veux la formation qui va me permettre de réussir tout de suite. Je veux le coaching qui va me permettre de réussir tout de suite. Je veux l'accompagnement qui va me permettre de réussir tout de suite. Et dans cette vue idéalisée, je veux pas que ça coûte trop cher. Tu vois, ça dépend de ce que moi je peux investir. Je peux investir 50, 100 euros. Voilà, pour réussir, c'est bien. Et bah, ce constat que je viens de te faire, il est aussi ouf de croire qu'un enfant qui ne sait pas marcher peut, dans la même journée, apprendre à marcher et à courir. C'est aussi débile que ça. Pourtant, tu sais que c'est impossible. Ça peut arriver. Je pense qu'il y a un monde sur Terre. Sur Terre, il y a peut-être quelques enfants qui réussissent à faire ça. C'est-à-dire se lever et réussir à peu près à marcher quelques mètres d'un coup. Et, oh, stupéfaction, tu vois. Il y avait des prédispositions, il y a un délire, tu l'as biberonné avec des contenus de gens qui marchent. Oh, il applique, ça marche. Mais c'est rare. La plupart des gens ne vont pas faire ça, tu vois. Usain Bolt, l'homme le plus rapide sur cette terre pour l'instant, il a commencé comme ça. Il s'est pas levé, tac, et il a gagné le 100 mètres, tu vois. Il a pris le temps, 4 pattes, il s'est levé, il est tombé, il s'est gratigné, il a couru, moins vite que d'autres. Il s'est entraîné pour être plus fort que les autres. Et des années plus tard, c'est l'homme le plus rapide du monde. Mais c'est beaucoup de training. Le business, faut que tu le vois pareil. C'est beaucoup de training. Tu ne trouveras pas de produits magiques qui vont te faire exploser techniquement. Ça ne fonctionne pas. Parce que ce qui te permet d'avoir un bon business, c'est beaucoup d'items différents, beaucoup de choses. Ça, j'ai l'impression de le répéter tous les jours. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'items, beaucoup de détails. Et ces petits détails, ces petits réglages, tu ne peux pas les apprendre d'un coup. C'est impossible. C'est pas une recette magique. C'est un enchevêtrement de petites choses qu'il faut apprendre. Il faut que tu step up dans plein de points. Les 4 que je répète le plus souvent: marketing, produit, acquisition, système. Comment tu fais du marketing? La notion la plus vague du monde entier pour les gens. Dès qu'ils voient quelque chose, ils disent « Ah, ouais, mais ça, c'est du marketing. » Ah bon? Pas forcément. Ça peut être une proposition de valeur, ça peut être énormément de choses. Mais le mot valise, c'est « Ça, mais c'est du marketing. » Bah non. C'est marrant parce que ça revient n'importe quand. Tu fais une proposition à un gars qui est intéressé par tes services, il dit hey, « Quand même, t'es bon en marketing. » Non, je viens en fait juste de te faire une proposition qui correspond à ce que tu veux. C'est-à-dire que tu viens de me dire que t'avais soif. Je te dis, tiens, je vends des bouteilles d'eau. C'est pas du marketing jusque maintenant. Ça s'appelle une proposition de valeur. Je réponds à un besoin. C'est tout. Il n'y a pas de. Jusque-là, rien de foufou. Donc, comprendre ce qu'est le marketing, comprendre ce qu'est le marketing web, comment ça marche, comment réfléchissent les gens, quels sont les réflexes,
Quels sont les grands principes? Quels sont les biais cognitifs? Quelles sont les envies? Quels sont les besoins? Comment réagissent les humains? C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Comment vont-ils réagir en fonction des messages que tu vas délivrer? À quel moment? À qui tu vas délivrer? Comment tu vas colorer tout ça? Quelle histoire? Qu'est-ce que tu vas raconter? Quelle émotion? Sur quoi tu vas jouer? Ça, c'est les éléments qui composent le marketing. Je pense que juste sur ce point-là, tu commences à comprendre qu'il va falloir taffer un peu. Mais en même temps, il ne faut pas que ça te démotive et que tu te dises ah, c'est trop de taf, réussir, c'est... Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi parce que tu n'as pas encore travaillé en fait. C'est comme regarder un mec faire du piano avec un niveau de ouf, dire ah, le piano, c'est pas pour moi. Entraîne-toi! Si ça se trouve, t'es plus fort que lui dans 10 ans en fait. Qu'est-ce que tu fais? À te démotiver comme ça. Entraîne-toi. Là, c'est la même chose. Sauf que ça coûte de la trésor. C'est tout. Tester des business, ça coûte de l'argent. C'est normal. Arrête de vouloir dépenser zéro. Ça n'existe pas. Je suis un peu énervé. Hein. Ouh là là, je suis un peu énervé. Cette semaine, j'ai trop entendu de mecs me dire des conneries sur ce point-là. Ouais, je veux démarrer des trucs. J'ai 50 € de business. Ouais, je veux démarrer des trucs. Mais vas-y, faut pas que ça coûte trop cher. Mais de quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu essayes de calculer? C'est comme si tu me disais je veux être bon au piano, mais il faut pas que je m'entraîne trop longtemps. Mais tellement de détails à prendre en compte. La vitesse à laquelle tu vas ingérer les informations, la vitesse à laquelle tu vas comprendre, le temps de training chez toi tout seul. Il faut te prendre tellement de choses en compte. Tu peux pas me dire ouais, il faut pas que ça dure trop longtemps, c'est relatif trop longtemps. Soit tu veux être bon et tu fais le taf, soit tu le fais pas. Pour le business, c'est la même chose. Soit tu veux être bon, tu fais l'effort et tu te dis X% de ce que je gagne par mois, c'est pour moi, c'est pour mon business changer ma putain de vie. Soit tu le fais pas. Il n'y a pas d'entre-deux de oui, je vais essayer de viser 50 €. Taf. Fais des trucs. Ça coûte ce que ça coûte. Encore une fois, tu vas être débutant dans tout. Trouver des prestataires, t'es débutant, donc tu vas trop payer. Faire des choses, tu vas être débutant, donc tu vas perdre du temps. Un shooting photo, n'importe, tout va te coûter trop cher au début, parce que tu connais pas. Mais si tu passes ton temps à essayer d'estimer, de calculer tout, t'avanceras pas. Alors que si tu payes une fois un peu trop, tu te rends compte de la réalité, tu parles à des gens qui ont eux aussi payé des prestats, qui vont te faire un retour d'expérience, tu t'es ouvert mentalement. C'est ça qu'il faut voir. En fait, avant de mettre cette réseau, tu es fermé sur le sujet. En mettant cette réseau, tu t'ouvres. Parce que tu peux parler à d'autres mecs qui ont fait des prestats aussi. Tu vois. Tu te rends compte. Ah, toi aussi, t'as pris un truc de photo. Ah ouais, moi, ça m'a coûté tant. Et toi, ah, ok. Combien de photos il a fait? Toi, 200. Moi, il en a fait 50. Quand même, 500 €, 50 photos. Ça me paraissait beaucoup. Mais je n'étais pas sûr. Tu vois, t'échanges. Tu t'ouvres. Tu t'ouvres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut garder cette dynamique d'ouverture perpétuelle. Tu ne peux pas changer ta vie, même si c'est un truc de coach mindset, ça. Change ta vie, tu vas voir. Tu peux pas changer les choses. Il faut être un moment cohérent, sans rentrer dans le coaching mindset à la con. Tu peux pas changer fort quelque chose en faisant un changement mineur. Voilà. Aujourd'hui, je dépense 0 € pour relancer un business. Demain, je dépense 20 €. Où veux-tu aller, en fait? Pas très long. On est sur la partie marketing. Attends, la partie produit. Quel produit tu vas vendre? Quelle problématique tu vas solutionner? À quel prix tu vas vendre tout ça? Les moyens de paiement. Comment est-ce que tu vas encaisser l'argent? Comment tu vas créer ta première offre? Comment tu vas créer ta seconde offre? Comment tu vas optimiser ton offre en fonction des retours? Un festival de choses. Comment tu vas brander tout ça? Quelle colorimétrie? Quel logo? Quel style? Quelle proposition de valeur tu vas apporter? Quelle problématique tu vas résoudre? Plein de points qui pourraient me permettre de faire des podcasts qui durent 8 heures. Là, je prends point par point. Marketing, produit, acquisition, système. Je prends chaque point, je peux faire 10 heures de podcast sur chaque point. Je te fais un résumé vite fait parce que tu n'as pas que ça à faire. Okay. Ensuite, l'acquisition. Et là dans l'acquisition. Ça, c'est la question ultime des gens. Comment trouver des clients? Et c'est une question légitime parce qu'il y a tellement de manières. La stratégie la plus basique, c'est allez, bouche à oreille, nanana. Mais bon, si tu suis mes podcasts, je pense que je l'ai répété assez de fois, le bouche à oreille n'est pas une stratégie parce que ce n'est pas quantifiable. Mettre 10, 15, 20, 100 € de pub par jour et avoir X retours, ça c'est quantifiable. Si tu me dis Julien, quand je mets 20 balles de pub par jour, j'arrive à la fin du mois à avoir 50 prospects. On peut calculer. On sait que pour 20, tu as 50. Essayons d'optimiser les choses, mettons 30. On verra si tu as 60. Ça se calcule.
Par contre, si tu me dis, bon, bah écoute, dans mon réseau, j'ai vendu ce mois-ci à mon père, à ma mère, donc ça fait 2 clients, et le mois prochain, on va essayer de faire 2 de plus dans mon réseau. Quelle stratégie, quelle méthode? T'as plusieurs pères, plusieurs mères, comment tu vas faire? On sait pas, mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Hein, le réseau, il a une fin quand même. Il a une fin. Bon, elle est plus ou moins proche de toi, mais il a une fin. Et quand la fin arrive, là 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 là. Essaye de visualiser un mec, j'en ai rencontré plusieurs comme ça, qui tiennent des business pendant... Prenons le premier, exemple 1, ou exemple A si tu préfères, qui va tenir son business pendant 1 an comme ça, que au réseau. Il dit ouais, je connais plein de monde, que du réseau. Il fait du biz, il vend des accessoires, on s'en fout de ce qu'il vend. Ça marche. Il se pose jamais la question de l'acquisition. Tu vois, marketing, produit, il a trouvé un peu, mais vas-y, c'est pas trop. Et l'acquisition, réseau. Il avance comme ça. Pendant 1 an, ça tourne. Et au bout d'1 an, il a plus de réseau. Mais comme il sait pas ce qu'il fait, il quantifie rien. Il sait pas. Il avance dans le brouillard. Pour lui, c'est ça le business. C'est demander à ses potes, aux potes de potes, d'acheter ses produits, tu vois. C'est sa bricole, quoi. L'année passe. Année plus 1 jour, plus de business. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait rien. Parce qu'il n'a pas de méthode, il n'a pas de stratégie. Parce qu'il ne s'est jamais soucié de son acquisition. Pour lui, il avait craqué le game de l'entrepreneuriat et il estimait que le réseau, le bouche-à-oreille, comme on l'appelle, était une méthode. C'est faux. Le bouche-à-oreille, c'est un complément. Quand tu bosses bien et que dans le cadre de ta stratégie d'acquisition, tu trouves des gens, là, il y a un bouche-à-oreille qui se met en place qui te permet de pull des clients un peu sympathiques. C'est vrai. Mais tu ne peux pas baser toute ta strate, la strate de ton entreprise, sur quelque chose que tu ne peux pas compter. Phrase que je répète quasiment tous les jours, toutes les semaines. Si Coca-Cola fait de la pub, tu vas faire de la pub. Si tu fais pas de pub dans ta boîte, pose-toi des questions. Coca-Cola, disponible fin fond du Gabon, disponible dans n'importe quel boui-boui, au Cameroun, en France, au Portugal, dans tous les pays. Les mecs font de la pub. Et toi, tu fais pas de pub. Pose-toi des questions. Est-ce que c'est des débiles ou est-ce que t'es en retard? Essaye de jauger le truc. Okay, la dernière partie, c'est la partie système. Alors, celle-là aussi, c'est souvent une catastrophe nucléaire. La partie système, le S, donc MPAS, Marketing, Produit, Acquisition, Système. Le S, c'est la partie qui te sert à gérer l'intérieur de ta boîte. Tu vois, toutes les méthodes, les process, les outils, les techniques, les astuces, les playbooks qui te permettent d'être efficace en société. Le fait d'avoir ne serait-ce que des process, de dire tiens, nous on fabrique des portes, donc le process c'est quand, c'est souvent des conditions, les process, c'est quand, si, alors. Quand, réception d'un panneau de bois de 2 mètres sur 30, technicien numéro 1 doit prendre les mesures pour vérifier. When c'est vérifié, quand c'est vérifié, valider que c'est vérifié. C'est ça un process, c'est en fait un playbook, un descriptif des actions à réaliser dans ton entreprise quand il se passe telle ou telle chose. Donc, mesurer la porte, boum, puis valider, puis passer au technicien 2. Technicien 2 doit commencer découpe en partant de 3 cm du bord, en posant 30 cm de long, etc. C'est ça les process. C'est savoir exactement qui fait quoi, dans quel cadre et comment, à partir du moment où il y a quelque chose à faire dans l'entreprise. Et en fait, ça te permet d'avoir des business units, comme on dit. Je ne rentrerai pas dans le détail, peu importe, mais des choses qui te permettent, en fait, si tu veux, de calculer, en fait, le temps passé et finalement, au gré de multiples calculs, de calculer combien ça coûte finalement toutes ces actions-là. Combien ça coûte technicien A, technicien 1 qui intervient, puis technicien B, puis technicien 3, etc. Combien ça coûte? Comment on pourrait optimiser, remplacer, changer, équiper pour que ça coûte moins? Mais si tu t'es jamais posé la question de ça, ta boîte elle tourne au pif. J'en ai vu tellement des comme ça. Moi, ça me dépasse à chaque fois. Tout à l'heure, je t'ai donné un exemple. Donc là, on a fini avec la partie S, partie système. Je t'ai donné un exemple avec un gars qui a fait tourner son business pendant 1 an comme ça au réseau. Mais imagine un mec qui a encore plus de réseau et qui fait tourner sa boîte au bouche à oreille pendant 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, le mec, il roule. Toujours. Il avance. Boum. Pas de stratégie, rien. Quasiment au pif, le gars. En fait, si tu veux, il est pas loin du niveau d'un mec qui a rien. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en public, il va faire le grand businessman. Mais quand tu lui demandes d'aller dans le détail, c'est-à-dire de répliquer, de t'expliquer en fait la stratégie qu'il a employée, il ne peut pas t'expliquer. Parce que lui-même, il ne sait pas comment ça marche. Ça, il y en a plein.
Ils se prennent pour des businessmen de ouf, mais ils n'ont aucune procédure en tête. Et ce qui me fait rire, ça me tue de rire quand j'en vois faire ça, c'est qu'ils osent donner des conseils. Et c'est ça qui est magique avec l'allure, avec le style, et ce qui est ouf avec l'autorité. Quand tu fais de la trésor, tu as de l'autorité. Mais quand tu as de l'autorité, tu n'as pas forcément la connaissance. C'est pas parce que tu as acheté une maison dans ta vie que tu es propriétaire que tu connais tous les marchés IMO de France. Et c'est souvent ce que font les gars qui ont acheté des maisons. Tu poses une question à un gars, ouais, t'as acheté ta maison, ouais, de ouf. Et le gars s'intéresse, il dit, ah, toi aussi tu veux acheter, ouais. Tu lui dis, ouais, je vais acheter à Goussainville, je te prends une ville au hasard. Il dit, ah, le marché il est un peu haut en ce moment. Et tu es agent immobilier? Es-tu intéressé au marché de Goussainville? Comment tu sais? Non, mais j'ai vu et tout. Qui? Quoi? Quel mandat as-tu rentré dans cette zone? Est-ce que tu es comptable en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Truc de ouf. Et je trouve ça très intéressant de voir à quel point les humains aiment bien transposer leur expérience à l'expertise ultime. Et ça a un nom bien évidemment, mon syndrome préféré, le syndrome de Dunning-Kruger, tu iras voir sur internet, c'est énorme. Je te le refais si tu sais pas ce que c'est. Le syndrome de Dunning-Kruger, c'est une manifestation totalement humaine, hein. Ça c'est chez nous, c'est une de nos grandes maladies qui est assez marrante d'ailleurs, qui dit que quelqu'un de débutant est plus en confiance sur une thématique que quelqu'un qui est expert. Parce que quand tu es expert, disons que tu es au-dessus, tu peux regarder vers le bas, tu connais la profondeur technique de ta thématique, donc tu ne te permets pas de te prononcer trop fortement, puisque tu sais qu'il y a de la nuance. Alors qu'un débutant, comme il n'a aucune profondeur, lui, est très sûr de ce qu'il dit. Donc, ça peut donner des conversations où un très débutant est plus sûr qu'un très expérimenté. Syndrome de Dunning-Kruger, CQFD ultime. Et tu vas aller voir maintenant, les gars, dans ton entourage, commencer à te raconter des trucs. Et quand tu leur demandes quelle expertise tu as sur le sujet, Goussainville, t'y vis au moins avant de... Non, mais moi, tu sais, j'ai acheté ma maison il y a 10 ans, il y a 15 ans, si tu vois ce que je veux dire. Bon, bah, tu peux me demander. Non, pas du tout. Je peux pas te demander. C'est pas parce que t'as acheté une maison il y a 15 piges que ça fait toi un pro de l'IMO. T'es qui? Tu es qui? Quelle est ton expertise? Combien de biens as-tu acheté dans ta vie? À quel moment tu demandes des conseils à quelqu'un qui a fait un truc une fois? D'où t'es un expert? L'expert de une fois. Je veux un chirurgien du coude. Oh, moi j'en veux un qui a opéré une fois. Très rassurant. De la merde. De la merde. Syndrome de Dunning-Kruger. Retiens bien, c'est une masterclass et tu vas le voir. Et ça fait rire. Ouh là là, ça fait rire. Je reviens sur notre ami qui a son business pendant 10 piges. Ou 5 piges, peu importe. Le mec fait tourner son business pendant 5 piges au réseau. Il se soucie de rien. Marketing, produit, acquisition, système. Il sait pas. Au bout de 5 piges, parce que la vie, son réseau s'arrête. Parce que sur son marché, et c'est encore pire, il a pris double impact. Sur son marché, il y a un mec qui, lui, connaît marketing, produit, acquisition, système, et se positionne mieux que lui, ou même genre correctement, tout court, en respectant les fondamentaux genre du business, et donc l'écrase facilement, puisque le mec d'en face, il a même pas de stratégie d'acquisition. C'est comme si tu avais un restaurant, et l'entrée, ça se faisait par le toit, sous forme de trappe. Et comme tu fais que venir tes potes et les potes de potes, l'info se passe, genre en mode ouais, faut rentrer par le toit et tout, donc c'est cool. Et un mec un jour, il arrive dans ta rue, il dit mais pourquoi on mettrait pas une porte d'entrée en fait? Voilà. Et il capte tout le monde. Et là, t'as tous les gens qui viennent chez toi qui commencent à dire j'avoue, quand t'as faim, c'est super relou de monter sur le toit, descendre par la trappe et tout, c'est un peu chiant quand même. Là, tu te rends compte des failles de ton business. Mais en fait, tu t'es fait aspirer. Tu t'es fait aspirer parce que t'as pas de méthode. Et donc, ce mec-là qui avait son business pendant 5 piges, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Je dirais même très logiquement arrêté. Et le gars, il courait partout comme un poulet sans tête. Donc, c'est-à-dire que à J0, quand il a commencé son business, il avait une expertise business marketing de 0. À J plus 5, à N plus 5, ou à J plus, tu compteras le nombre de jours dans 5 ans, donc 5 ans après. Expertise marketing, nul à chier, toujours au même niveau que le J0, mais plus d'expertise dans ce qu'il avait fait quand même. Faut pas déconner, il a fait un truc 5 ans, tu gagnes quand même une petite expertise. Mais impossible, c'est pas devenu un consultant en business pour autant, impossible pour lui de trouver une solution. Parce qu'il les a jamais étudiés, il s'est jamais entouré. Parce que ces mecs-là, en général, ils ont confiance. Comme ils voient que ça marche, et que pendant 1 an, 2 ans, ils avançaient tout seuls, quand tu leur proposes des prestations, ils n'ont pas besoin de tout ça. Google Ads, faire de la pub, mais pourquoi faire? Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On est au-dessus de ça, nous.
La pub. Instagram. Mais c'est pas notre génération. On n'a pas besoin d'Insta, nous. On n'a pas besoin d'Instagram. Regarde, ça tourne depuis des années. On avait Instagram, on n'avait pas Instagram. Et voilà. On n'a pas besoin, nous. Pourquoi faire un site? Un site. Mais nous, les clients qu'on trouve, pas besoin d'un site. On travaille avec le BNI de n'importe quelle ville. C'est un rassemblement de gens qui ont un business, en fait, dans ta ville. Le BNI. On n'a pas besoin. Ah non. 5 ans plus tard, le gars, il est dead. Et il peut rien faire. Et chose encore plus violente, c'est qu'au moment où il faut dépenser de la trésor, au moment où psychologiquement il est mûr, il a plus d'argent. Ou il est en perte de confiance totale. Et il n'y a rien de pire quand tu es en train de chuter, d'un point de vue trésor. Il n'y a rien de pire que d'avoir besoin d'un service de ouf. Parce que quand tu es en train de chuter et que le mec en face imagine le tarif pour redresser une boîte comme ça. Imagine! Vaut mieux payer quand tu as de la trésor. Tu es en train de chuter et il y a un mec qui dit ouais, pour relever ta boîte, bah, vu tout ce qu'il y a à faire, on est sur un bon billet de 10, 15, 20, 30, 40, 50K, ça dépend de la taille de la boîte. Là, tu vois 50 000 euros, tu te dis, ah ouais, là, 50 000 euros, ça fait quand même pas mal de paye chez nous. C'est chaud. Tu peux pas accepter la proposition. Donc, t'acceptes pas. Et le sol se rapproche. Et le sol rencontre ton visage. Parce que ego. Mais j'en parle souvent en ce moment, dans les différentes vidéos que je peux faire. Encore ce putain d'ego qui revient à chaque fois. Toujours cet ego. Où que t'en sois hein, dans le business, attention à l'ego. J'ai eu un call il n'y a pas longtemps là. Oh là là là. Je vais essayer de donner un minimum de détails pour pas qu'ils se reconnaissent. Hein. Et comme il y a un décalage avec les podcasts, il se reconnaîtra jamais. Mais un ego. Je l'ai entendu dès le début. C'est ça qui est intéressant dans les calls. C'est-à-dire que quand tu prends un call avec quelqu'un, un appel de vente ou un appel tout court, et qu'il est en train de faire autre chose, c'est déjà qu'en termes de considération, c'est vite fait. Ok, il te respecte pas. Tu peux trouver ce que je viens de dire pas forcément vrai. Parce que la personne, elle peut être occupée, au taf, etc. Mais prenons un exemple. Imaginons que demain, tu as un call avec le PDG de Leclerc. Voilà, il veut te parler. T'es sûr que tu vas prendre le call dans la rue en marchant? T'es sûr que tu vas pas trouver une pièce où il n'y a pas de bruit? T'es sûr? Tu vas monter un meuble en même temps. Oui, vous voulez me parler? Sûr? Non, tu vas respecter. Tu vas respecter. Parce que tu vas respecter l'autorité du gars. Respectez donc pas mon autorité. Ce qui est ok, je suis pas une star, il n'y a pas de problème. Mais moi, je l'ai relevé. C'est ça qui est important. Commence à parler avec le gars. Et en gros, il me demande de lui expliquer comment je vais l'aider. Je dis, moi, je veux bien t'expliquer comment je vais t'aider. Mais dis-moi de quoi tu as besoin exactement, en fait. Quel problème tu veux régler, en fait, dans ta société? Et il a dit, non. Toi, tu m'expliques. Moi, je sais comment faire. Toi, tu m'expliques. Ego de ouf. Et j'ai senti son petit sourire. Et j'aurais dû raccrocher, en fait. Il dit, vas-y, va te faire foutre. J'ai pas le temps de parler avec toi. Je prends mon temps. Parler avec des losers comme ça, dégage. C'est le même niveau que de rentrer dans une boulangerie et dire à la personne, bonjour. Choisissez. Mais il faut pas se tromper. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ah, c'est vous le boulanger. Eh, vous connaissez votre métier. Vous me dites. Moi, je sais ce que je veux. Vous me dites. C'est le même level. Le même niveau. L'erreur, hein, si moi je mets mon ego de côté, je le fais avec plaisir tous les jours, parce que c'est capital. C'est moi. La stratégie de persuasion que j'ai appliquée avec lui, donc c'est le fait de... Waouh, j'ai pas eu le mot, c'est dommage. Persuasion, c'est le fait d'utiliser la persuasion avant même que vous soyez parlé. Elle n'a pas été appliquée. Je ne me suis pas assuré qu'il ait suivi des contenus spécifiques. Je ne me suis pas assuré qu'il ait checké éventuellement des études de cas pour savoir un petit peu le truc. Si je suis allé trop vite, j'aurais dû prendre mon temps. En soi, le call qu'on a eu n'était même pas un appel de vente. Donc c'était juste une petite prise de contact histoire de caler le niveau. Mais si j'avais voulu faire autrement, effectivement, j'aurais pu lui envoyer plus de contenu, etc. Qu'il n'aurait pas consommé, mais bon, bref, peu importe. Petite stratégie de persuasion. Donc, il y a toujours des gens comme ça qui sont kéblos dans leur ego, dans leur truc, et ce sera peut-être ton cas, et ce sera encore plus ton cas quand tu commenceras à faire de l'argent. Tu vas vraiment avoir cette impression, et je l'ai eu, d'avoir craqué le game de l'entrepreneuriat. Tu vas être dans une dynamique à un moment où tu vas dire, mais attends,
business. C'est facile le business. Mais c'est trop simple. J'ai craqué le truc, regarde. On fait 5, 10K par mois, on est invulnérable. À 10 000 par mois, on est invulnérable. Qui peut nous arrêter? Qui peut me stopper? 10 000 par mois, qui peut me stopper? Richesse en France, c'est 5 000. Moi, je fais 10 000. Tu sais, tu vas tout mélanger. Le chiffre d'affaires, ce que tu te payes, tu vas dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je suis dans les plus riches, je suis pas dans les plus riches. Alors, voilà, j'ai craqué le game, j'ai réussi. Erreur. 5-10K par mois de chiffre d'affaires, t'es loin d'être à l'abri. J'ai vu des gens s'écrouler avec beaucoup plus. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gens dire ouais, moi si j'avais 1 million et tout, je pense que jusqu'à la fin de ma vie et tout, c'est réglé. Non, parce que t'as aucune éducation financière. Donc non, c'est pas réglé jusqu'à la fin de ta vie, je te garantis. Une fois que t'auras acheté 2-3 appartes tout pourris, 2 montres un peu chères et une voiture, t'auras plus d'argent. Et, oh putain, il y a un gars qui a fait ça. Incroyable. Pareil, c'est une vieille histoire. Mec qui a récupéré d'une manière ou d'une autre, je donne pas de précision, sur 1 million. Avec ces 1 million, tiens-toi bien, il a acheté une maison à 800 000 et une Tesla à 200 000. Et il a gardé son taf à 3 000 euros par mois. C'est un héritage. C'est une démonstration incroyable de manque d'éducation financière. C'est-à-dire que le gars ne sait pas du tout ce qu'on peut faire avec l'argent. Il ne connaît pas du tout la puissance de ce levier-là. C'est incroyable. En plus, c'était un moment où, pour un gars qui gagne 3 000 euros par mois, il pouvait quand même emprunter pas mal à la banque. Entre-temps, les taux ont changé. Donc ça veut dire qu'il aurait pu se pointer à la banque et au lieu d'avoir juste ce 1 million sur son compte, juste utiliser l'effet de levier de son salaire pour contracter un crédit de tueur en série et compléter avec son héritage s'il tient absolument à acheter une maison. Je sais que c'est un rêve pour beaucoup de personnes, ce qui peut potentiellement être aussi une sacrée connerie, mais peu importe, chacun ses rêves, ok? Mais avec cette somme-là, il aurait pu acheter en province 2, 3, 4, 5 immeubles faciles. Et quand je te dis des immeubles, là, t'as l'impression que je te demande d'acheter des gratte-ciel à Dubaï, mais pas du tout. Un immeuble de 2 étages où tu vas mettre t'as 4 ou 6 logements, ça peut te rapporter 1000, 1500 euros par mois, easy peasy, en CA. On va pas aller dans le détail de ce que ça te rapporte en net, peu importe. Mais tu peux facilement remplacer ton salaire. Si tu veux, si on te donne 1 million d'euros cash, moi je trouve qu'une des meilleures stratégies, c'est justement de ne pas les dépenser tout de suite, de voir ce qu'on peut te prêter par rapport à ce que tu gagnes par mois, parce que tu taffes, tu génères un crédit. Dans la mesure où tu es en CDI, tu as le droit de générer un crédit, donc profite de cette possibilité. Puisque si tu dis, oh, j'ai gagné 1 million, je quitte mon taf, tu vas voir ta banque, tu dis, je peux prendre un crédit, on te dira non. T'as pas de situation. C'est antinomique parce que tu as 1 million d'euros, mais c'est comme ça. Pas de situation, pas de crédit. Enfin, pas de CDI égale pas de situation égale pas de crédit pour la banque. Donc tu vas voir, tu contractes le crédit que tu peux au max. Tu vois, 200 000, 300 000, 400 000 si tu peux. On est parti. Si t'as une femme, vous mettez à 2, vous contractez un crédit de tueur en série. Et donc du coup, la banque, elle te fait tu fais un effet de levier avec ton salaire, tu vois. Ton salaire sur la balance versus la banque. Et tu récupères 300 000 ou 400 000, tu vois. Si tu fais un combo avec ta femme. Une fois que tu as fait ton crédit, là, tu quittes ton taf. Et derrière, bah, tu peux t'amuser à acheter des immeubles avec le crédit que tu as généré. C'est cool. Du coup, ça te coûte 0. Tu fais prendre les travaux en compte, par ta banque. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as mis les calculs, tu as un immeuble qui te coûte 600 ou 700 euros par mois ou 1000 euros par mois, tu vois, en comptant les travaux et tout ce qu'il y a à faire. Donc, tu as un immeuble entier, 4 ou 5 logements, 1000 balles par mois. Voilà. Donc, tu as échangé ton taf, compte ça. Déjà, c'est pas mal. Après, il te reste encore un M. Là, tu as encore beaucoup de choses à faire. Et encore, je te dis, un immeuble, si le mec il lève 400 000, avec 400 000, il peut en acheter 2. Il peut tomber au bon endroit, il négocie avec sa banque. Ça rentre de ouf. Ça rentre de ouf, parce que les immeubles en province, c'est pas si cher. Tellement de choses incroyables à faire. Donc tu quittes ton taf que tu échanges contre 2 immeubles. Donc ton revenu récurrent, tu l'as. Il est là. Et ensuite, en termes de placement boursier, apprends une chose. Dès qu'il y a, même si c'est triste, une guerre ou une modification un peu violente de l'écosystème, l'économie bouge. Forcément. C'est triste à dire, ceux qui vendent des armes vont gagner beaucoup d'argent, ceux qui vendent des choses un petit peu plus importantes, un peu plus tertiaires, vont perdre de l'argent, tu vois, ça fait partie du jeu. Donc quand il y a une crise, il y a toujours moyen de faire des placements. Quand il n'y a pas de crise, il y a toujours moyen de faire des placements. Dans la vie, il y a toujours moyen de faire des placements. Tu peux faire tellement de choses incroyables, je sais que c'est pas un podcast sur le placement financier, mais il y a tellement de moves de tueurs à faire, et c'est tellement nul ce qu'il a fait de prendre 800 000, pour moi, c'est comme s'il les retirait en espèces. Il les mettait dans un petit sac comme ça.
et il dormait et il s'en servait comme oreiller. Voilà ce qu'il fait. Et il peut pas dépenser l'argent qui est dedans. Donc là, il a une maison à 800K fixe. Il a dépensé ses 200 000 de voiture. Et après, son héritage, c'est ça. Une maison, une voiture. Waouh. C'est tellement triste. Il aurait vraiment plus eu besoin de taffer jusqu'à la fin de sa vie. Et en étant un petit peu technique, sans effort, juste en se formant un petit peu, assurer sa descendance extrêmement facilement. Extrêmement facilement. Je t'invite à regarder ce qu'il est possible de faire avec un PEA. Je t'invite à regarder ce qu'il est possible de faire avec des intérêts composés. Le mec n'a pas d'enfant, il anticipe un petit peu, il place une somme d'argent en automatique tous les mois sur ses PEA. Dans 25 ans, son enfant, il a 150 000 euros de côté sans rien faire. Facile, facile, vraiment, c'était... Il fallait pas faire des montages comptables compliqués pour se mettre à l'abri, quoi. Il était max du max. Et j'ai rarement vu, pour moi c'est un cas d'école, j'ai rarement vu quelqu'un aussi mal employer son argent que là. C'était ouf. C'était ouf. Mais ce que tu dois comprendre, c'est à quel point la désinformation, elle peut être vénère et péter des trucs en fait. Des informations financières, des informations business. Et ce qui est dur à gérer, c'est qu'il y a des mecs en fait qui passent leur temps à te rabâcher des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais fais beaucoup attention au sujet initial de ce podcast qui était l'alignement avec le business. Tu dois résoudre une problématique. Pense à ça. S'il y a un truc auquel tu dois penser avant de faire ton logo, avant de faire ce que tu veux, ton plan marketing, ton business plan qui ne sert à rien d'ailleurs, quel problème veux-tu résoudre? Si aujourd'hui tu as ta boîte, que ça tourne, tu dois te poser la question et tu dois savoir. Arrête d'avancer au pif. Arrête d'avancer au hasard. Ça peut s'arrêter. Si tu ne peux pas répondre à cette question, ça peut s'arrêter. Si tu ne sais pas comment tu trouves des nouveaux clients, ça peut s'arrêter. Si tu ne sais pas combien ça coûte, ça peut s'arrêter. Qui vit sans regarder son compte bancaire? Qui? Personne fait ça en fait, à part les oufs qui n'ont pas d'argent finalement. Qui fait ça? Tu dois surveiller, tu dois avoir des métriques, tu dois compter les choses. Tu peux pas avancer comme ça au hasard et dire « Ah, j'espère que ça va marcher ». Tu peux pas espérer t'enrichir sans compter. Dire en mode « Bon, tiens, moi je vis, je compte jamais, je fais pas attention, je... tac, 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 Apple Pay, pap, 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 pap. Moi je fais des petits contacts partout. J'espère qu'il va me rester de l'argent à la fin de l'année. » Mais non. Qui s'enrichit avec une méthode comme ça? Comment tu composes une épargne? Tu composes rien du tout. Il faut réfléchir, il faut poser les chiffres. C'est pas un truc de pauvre de poser les chiffres. C'est un truc de mec conscient. Ce serait comme dire, ouais, se peser, c'est un truc de gros. Non. Tu te tiens au courant de ce qui se passe dans ton corps. Se faire des prises de sang, c'est pas un truc de mec malade. C'est un truc de quelqu'un qui essaye de savoir ce qui se passe. C'est tout. Aujourd'hui, tu as plein de points de contrôle. Tu vis dans un pays où tu peux tout contrôler si tu veux. Tout est gratuit quasiment. T'as une mutuelle, tu peux aller chez le dentiste, c'est gratuit. T'as la sécurité sociale, tu vas chez le médecin, c'est remboursé. T'as mal au dos, chiropracteur, t'as besoin d'un médecin, t'en trouves. Même si y a un petit désert médical, j'avoue, c'est pas grave, au moins t'as un rendez-vous, tu vois. Il y a des endroits, il n'y a pas de médecin, tout court en fait. Il n'y a pas Doctolib, tu vois. Rendez-vous dans 2 mois. Oh, c'est long. Ah, pardon. Mais au moins, il est là le rendez-vous, tu vois. Et tu l'appliques de prix depuis une application à 1h du mat. C'est pas mal, je pense. C'est mieux que... c'est qui le médecin, le premier médecin? Ah merde, il est dans un autre pays. C'est quand même mieux que d'être ausculté par le docteur Baker, pour ceux qui ont la ref. Donc, tu vis dans un monde, tout est possible, tu peux tout contrôler, tout voir. Il faut que tu checkes les métriques, il faut que tu comptes. Il faut que tu comptes. Quand tu fais une boîte, c'est pareil, il faut que tu comptes et que tu sois précis sur les différents indicateurs. Marketing, produit, acquisition, système. C'est pas un truc secondaire que tu laisses de côté, c'est la base. C'est les fondamentaux. Quand on accompagne nous des boîtes, on pose le framework, tu vois, comme un papier calque. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'il parle aux gens. Tu vois Indiana Jones, quand il va chercher des trésors, ou n'importe quel chasseur de trésors. Le mec a une carte sur du papier calque, tu vois, papier transparent. Mais il a qu'une partie du plan. À un moment, il arrive dans une grotte comme ça, il y a un plan, et on dirait que c'est la suite, tu vois. Et il pose dessus. Et là, il fait « Oh putain, on a le plan complet !» C'est ce qu'on fait, nous, chez Scalable, avec marketing, produit, acquisition, système. On arrive avec notre plan, MPS, on le pose comme ça sur la boîte, on dit là, il y a un trou, là, il y a un trou, là, 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 ça fait tant. On le fait ou pas? Je sais pas, je me tâte, ok, je te montre ce que ça change. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. On le fait? On le fait. C'est comme ça que ça marche. Résoudre une problématique. Tu dois avoir ta petite carte, la poser sur ton marché, et il faut que ça résolve un problème. Si c'est juste aligné avec toi et que tu kiffes les tasses, bon courage à toi.